On va continuer à commencer à l'heure. Avant de donner la parole à notre invité, puisqu'il a déjà participé à plusieurs réunions Zoom avec vous durant le Corona. Tout d'abord, je me présente. Notre invité, évidemment, c'est Pierre Lursa, que vous connaissez. On va le présenter tout à l'heure. Je me présente à Vidana de l'OSM. On se connaît aussi depuis très longtemps, mais je suis un petit peu ému parce que ce soir, nous fêtons l'Alia, on va dire, d'un de nos plus fidèles participant au Zoom de l'OSM, et pas seulement un participant, mais aussi un professeur d'hébreu, un militant communautaire, une personnalité qui nous est fort sympathique, qui nous accompagne depuis de très nombreuses années, avec qui nous avons eu le plaisir de travailler, et j'espère que nous allons trouver d'autres moyens encore pour continuer à être en contact. Et à cette occasion de l'allumage de la 8e bougie, c'est à monsieur et madame Benetas, Eric en particulier, avec qui j'ai eu le plaisir d'arriver même dans sa ville de Pau. Voilà, vous voyez, nous avons même des Olim Hadashim de la ville de Pau, dans le sud-ouest, qui va nous faire le plaisir et l'honneur d'allumer pour nous, et s'il a envie de dire quelques mots avec plaisir, la 8e bougie de Hanouka. La 8e bougie, c'est vraiment la 8e journée, c'est la journée où il y a la plus grande splendeur, la plus grande lumière, le plus grand espoir, et c'est ce qu'on souhaite à tous pour Israël, pour nos soldats, pour le peuple juif, qu'à partir de maintenant, nous ne voyons que de la lumière, puisqu'à partir d'aujourd'hui, les journées vont aller en continuant, en augmentant, en se rallongeant. Et donc, c'est, si Dieu veut, un grand signe d'espoir pour Israël. Voilà, Eric, la parole est à toi. Si tu as quelques mots à nous dire avant d'allumer les bougies, on sera très content de t'entendre. Eric. Je vous dirai quelques mots après avoir allumé les bougies, comme ça on Avec fait pas plaisir. attendre la mitzvah. Et surtout, je voulais dire amen à tout ce que tout ce que tu as dit. Effectivement, moi aussi, je pense à nos soldats, aux khatoufim, aux otages et à leurs familles, aux blessés, etc. Et donc, on espère qu'effectivement, cette Hanoukia, elle amènera de la lumière à tout le monde. Voilà, je rajoute une dernière phrase avant qu'Eric allume. Eric, il est arrivé il y a quelques jours seulement en Israël, je crois il y a 48 heures. Donc, c'est la deuxième fois qu'il allume ses bougies en Israël. Et c'est vraiment un honneur de le faire en notre compagnie, en votre compagnie. Merci beaucoup, Eric. Bechavod. Non, l'honneur est pour nous. ליחדה שנופלים בדרכי בנקודה של כל ישראל. הנה אנוכי בא לקיים מצוות הדלקת נר חנוכה לתקן את שחר במקום עליון, והנה אדוני אלוהינו עלינו מעשה בקודשנו. ברוך אתה אדוני מלך העולם אשר קידשנו בגזרותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. אמן. ברוך אתה מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. Là, il y a 8 bougies allumées, donc on lui laisse le temps de les allumer. Alors, il est tout nouveau, il est à peine installé, il n'a pas encore tout le matériel qu'il faut, c'est ce qu'il m'a dit en tout cas tout à l'heure. Donc voilà, nous sommes très indulgents. Il habite à Kiryat Yam, dans le nord du pays. הנרות הללו אנו מדליקים על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנפלאות ועל הנחמות שעשית לאבותינו בימים ההם ובזמן הזה על ידי כהניך הקדושים וכל שמונתים בחנוכה הנרות הללו קודש הם ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד כדי להודות לשמך על ניסיך ועל ישועותיך ועל נפלאותיך מזמור שיר חנוכת הבית לדוד הרוממך אדוני כי דינתני ולא שימחת בבעלי
Adonai Eloah Shivati Elecha Vatirpa Eni Adonai Elita Mishol Nafshi Chitaini Yardivo Zamru Adonai Chasidavo Dul Zechar Kocho Kirga Beapo Chaim Bertsono Baerem Velim Bechi Vela Bokerina ואני אמרתי בשלוי בלימות לעולם, אדוני ברצונך העמדת לעוז, הסתרת פניך את תניבה, לך אדוני יקרא, ואל אדוני אתחנן, מה ביצה בדמי ברידתי, אל שחת ידך, עפר אגיד עמיתך, ואם אדוני יכונני, אדוני עוזר לי, עפרת מספדי למחולי, תחת שקי ותעזר לי שמחה, למען מזמך חבוד ולמידום, אדוני אלוהי לעולם עודקה, מה אסור ישועתי, לך נאה לשבח, ציפון בתפילתי, ושם תודה נזבח, לתחיל מטבח, מן סמן המנבח, אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח, אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח. Moi, je vous fais pas On fera qu'un seul, voilà. Je vous fais pas tous les couplets. Parfait. Mais donc, ce que je voulais vous dire, effectivement, c'est un peu le camping, comme tu as remarqué. On s'est fait prêter une Hanoukia par le Bet Rabat du coin. Ils ont été très sympas. Mais effectivement, tout le monde est très sympa ici. Tout le monde veut aider. Et comme tu l'as dit, on est très émus, ma femme et moi, Claudia et moi, parce que donc il y a 2 ans, on a allumé la Hanoukia à Pau. Et maintenant, on est à Kiryat Yam, on est donc en Israël. Et par contre, je vais avoir un gros budget de toupie, puisque je vais passer de la toupie de Nesgadol Aya Sham à Nesgadol Aya Pau. Sauf que je suis plus Pau à Pau, je suis maintenant en Israël. C'est un peu compliqué. Voilà, je souhaite à Pierre Lursa une bonne conférence. J'ai lu son petit livre là, sur la démocratie, quelle démocratie pour Israël. Très, très bien, très instructif, je vous le recommande. Merci beaucoup, Eric. Merci à tous. De bonnes fêtes de Hanouka. Voilà, c'est le moment de représenter notre donc, conférencier de ce soir, donc Pierre Lursa, effectivement. Pierre Lursa, auteur de plusieurs livres. Certains, il a pu nous les présenter dans les différentes conférences. Il va en faire référence tout à l'heure. Pierre Lursa est depuis de très nombreuses années, on peut dire plusieurs décennies, autant en France qu'en Israël, un grand défenseur d'Israël, évidemment, de la désinformation, de la vérité sur Israël. Il le fait à travers des conférences, à travers des livres, à travers des interventions dans différentes structures. Effectivement, là, nous vivons un moment tout à fait particulier. Je pense qu'évidemment, c'est dans ce contexte où nous l'avons fait venir ce soir, où cette guerre qui n'a pas encore de nom, la guerre du 7 octobre, comme on l'appelle pour le moment, nous met encore une fois devant cette réalité de la non-vérité, de la post-vérité, de la façon dont les faits sont traités par rapport à Israël. C'est un sujet qui est très lourd, qui est très difficile, sur lequel Israël n'a pas toujours des bonnes réponses, parce que nos ennemis sont coriaces et sont virulents. Et je crois que c'est important d'entendre un spécialiste qui va nous donner peut-être quelques éléments de réponse, de compréhension et de réaction. Voilà, je remercie Yasmine Mannheim-Cohen de Paris, qui est l'instigatrice et l'organisatrice de ces conférences. Vous êtes très nombreux avec nous ce soir, je vous en remercie. Et vous aurez très bientôt la suite du programme avant une petite pause pour les fêtes de fin d'année. Est-ce que tout le monde m'entend? Parfait. Bonsoir, merci à Visana, merci à l'Organisation sioniste mondiale et au département promotion de l'ALIA de m'inviter à donner cette conférence. Et je salue beaucoup d'amis que je reconnais à Paris, à Jérusalem. Et en particulier, je salue la présence virtuelle, évidemment, de celui que vous avez connu comme ambassadeur d'Israël à Paris, Raphaël Morav. Alors, le sujet que je vais traiter ce soir, c'est comment défendre Israël à l'ère de la post-vérité. Alors, bien sûr, je dirais qu'est-ce que veut dire ce concept assez récent de post-vérité. Et si vous voulez, c'est pas vraiment une conférence sur la hasbara, sur la contre-propagande. Je vais pas vous donner peut-être des outils pratiques de hasbara, mais plutôt d'essayer de mieux comprendre avec vous qu'est-ce que c'est dans quel contexte aujourd'hui se situe cette guerre, dans quel contexte médiatique, politique et aussi même technologique, et quels sont les nouveaux défis que la hasbara israélienne, donc la contre-propagande d'Israël, doit affronter à notre époque, qui est l'époque à la fois, je dirais, de la post-vérité, c'est un concept que je vais définir tout de suite, et qui est aussi l'époque des nouveaux médias. Et quel est le lien finalement entre les deux? C'est un petit peu la question d'ailleurs que je me suis posée dans le livre que je présente aussi un petit peu ce soir, qui est mon livre qui s'appelle Face à l'opacité du monde. Et finalement, c'est pourquoi est-ce que
l'époque qui est la nôtre est à la fois celle où on n'a jamais été autant informé, entre guillemets, et en même temps aussi autant désinformé. Et évidemment, c'est une question cruciale pour Israël. Alors, je vais définir tout de suite qu'est-ce que c'est que la post-vérité. Et la première définition que je vais donner, c'est une définition qui va nous laisser un petit peu encore dans l'ambiance de Hanouka, puisqu'on est le 8e jour de Hanouka. Et c'est une définition de nos sages que j'ai trouvée dans un livre de commentaires du Rav Léon Ashkenazi. Et je cite, Rabbi Yehuda a enseigné, dans la génération où viendra le fils de David, la vérité aura disparu, Néderet. On a enseigné au nom de l'école de Rav, cela signifie qu'elle sera divisée en troupeaux, Adarim, et disparaîtra. Et donc ça, je dirais, c'est de manière tout à fait stupéfiante, notre tradition a envisagé une époque, qui est la nôtre, où la vérité disparaîtra. Et pourquoi elle disparaîtra? Parce que elle sera divisée en troupeaux, c'est-à-dire que finalement, il n'y aura plus une seule vérité, il n'y aura que une vérité multiple, et donc finalement, il n'y aura plus de vérité. Et je dirais que c'est une description assez saisissante de ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, bien sûr, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, est-ce que c'est l'époque de Mashiach ben David? Je ne suis pas qualifié pour ça, mais effectivement, quand on lit ce débat de la tradition dans le Rav Ashkenazi, on ne peut pas ne pas être frappé par la ressemblance avec ce qu'on vit aujourd'hui. Et maintenant, une définition beaucoup plus récente, c'est quoi la post-vérité? Dans le dictionnaire Oxford 2016, je crois que c'est à peu près l'année où apparaît ce concept. Post-vérité, c'est quelque chose qui fait référence à des circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence, les faits objectifs ont moins d'influence pour modeler l'opinion publique que les appels à l'émotion et aux opinions personnelles. Et là, vous voyez qu'on est en plein dans l'actualité, parce que c'est précisément ce que font les médias quotidiennement, faire appel à nos émotions et nous imposer aussi leurs opinions subjectives. Alors, voilà, si vous voulez, les deux définitions pour entamer ce débat, cet exposé sur défendre Israël à l'ère de la post-vérité. Et la première chose que je voudrais aborder, la première question, c'est finalement en quoi est-ce que la propagande, et notamment la propagande anti-israélienne, est devenue plus complexe, est un défi plus complexe pour Israël à l'époque qui est la nôtre, qui est celle du numérique et celle des médias électroniques. Et je commencerai par une petite remarque, une anecdote presque. Vous savez peut-être qu'il y a en Israël une institution qui s'appelle le Ma'arach HaCyber, qui on pourrait traduire la direction ou le directorat du cyber, et qui en général, en temps de paix, s'occupe de choses assez, on pourrait dire, anodines, qui existent dans tous les pays, par exemple, lutter contre les fake news. Mais en temps de guerre, elle a une mission beaucoup plus cruciale qui est de protéger la population d'Israël contre le risque de manipulation par des fausses informations et aussi donc de lutter contre la guerre psychologique du Hamas. Et j'ai découvert par hasard cette institution israélienne en voyant une petite vidéo qui traitait sur le mode humoristique le fait qu'on est submergé d'informations, y compris de fausses informations, et qu'il faut faire attention à ce qu'on partage parce qu'on peut partager des intox qui viennent du Hamas. Et donc, il y a même un néologisme qui a été créé à cette occasion par ce département gouvernemental israélien, qui est le mot de chatefet, qu'on pourrait traduire par maladie du partage. La chatefet, c'est le fait qu'on est toujours en train de l'échatef, de partager des informations sans même se poser la question, est-ce qu'elles sont authentiques? Évidemment, c'est une maladie qui existe en temps de paix comme en temps de guerre, mais elle devient d'autant plus dangereuse en temps de guerre parce qu'on risque effectivement de participer à la guerre psychologique du Hamas. Alors, ceci étant dit, si vous voulez, la première chose qu'on peut remarquer sur la propagande à l'ère numérique, c'est qu'elle est devenue beaucoup plus diffuse et quelque part, ça remet en question certaines idées reçues qu'on pouvait avoir concernant la propagande. La première idée reçue, quand on pense au mot propagande, on croit toujours que la propagande, c'est le fait des États totalitaires, c'est le fait des États autoritaires, et on est victime de la propagande lorsque on vit dans un État non libre, non démocratique. Et aujourd'hui, le fait marquant de la propagande contemporaine, c'est je dirais qu'elle se diffuse
tout autant dans des États libres et démocratiques que dans des États totalitaires, et peut-être même encore plus, puisqu'elle est le fait des nouveaux médias qui, comme vous le savez, ne sont pas libres dans les États totalitaires. L'Internet n'est pas libre en Chine ou en Iran. Donc, c'est précisément dans les États démocratiques que la propagande peut se diffuser sur Internet. Et donc, ça remet en question cette première idée reçue. Et la deuxième idée reçue qu'on partage, je dirais de manière instinctive, c'est de penser que l'époque que l'on vit, l'époque d'Internet, l'époque des nouveaux médias, c'est une époque de grande information, on pourrait dire même de surinformation, et donc c'est une époque où on est mieux informé. Eh bien, je dirais que de manière contre-intuitive, et c'est un petit peu aussi le sujet de mon livre, c'est que on est tellement informé que finalement, trop d'informations tue l'information, et finalement, je dirais que la promesse d'intelligibilité du monde, la promesse que le monde devient plus facile à comprendre à notre époque du fait de l'existence d'Internet et des nouveaux médias, eh bien, cette promesse, elle a été trahie. Et en fait, et sans rentrer évidemment dans tous les aspects philosophiques, puisque je voudrais me concentrer ce soir sur les aspects pratiques et concrets et qui sont liés à l'actualité, mais on constate que l'époque actuelle, l'époque que l'on vit, c'est celle où finalement, non seulement on n'est pas mieux informé, mais en fait, on est de plus en plus, je dirais, confus, on est très facilement induit en erreur et on ne sait plus comment distinguer le vrai du faux. Et ça, c'est peut-être la première définition concrète qu'on pourrait donner de la post-vérité, c'est-à-dire qu'on vit à une époque où le mensonge est de plus en plus diffus et où la vérité et le mensonge eux-mêmes sont de plus en plus difficiles à distinguer. Donc, je disais que la propagande, aujourd'hui, le mensonge n'est plus seulement le fait d'organisations totalitaires, d'États totalitaires. Hein, c'est plus comme dans George Orwell, 1984. C'est pas l'État tout-puissant qui nous soumet à sa propagande. C'est des organisations terroristes comme le Hamas, mais aussi des partis, des groupements politiques, voire même des ONG. Par exemple, j'en citerai juste deux, Amnesty International ou la Croix-Rouge, ou même Breaking the Silence en Israël, qui peuvent, elles aussi, diffuser des fausses informations contre Israël, par exemple sur des soi-disant crimes de guerre commis par Tsahal dans la bande de Gaza. Donc, très facilement, on va être victime de cette propagande, ou on peut tomber victime de cette propagande. Et je dirais qu'une autre idée reçue concernant la propagande, c'est que un esprit averti y échappe. Hein, on a toujours cette idée que on est mis en garde, on fait attention, et donc finalement, on ne peut pas être victime à son insu. Et le contraire, je dirais que c'est le contraire qui est vrai, c'est-à-dire qu'on est tous victimes de la propagande à notre insu. La propagande, ça marche sur tout le monde, je vais y revenir, c'est un sujet évidemment important, crucial. Ça marche y compris sur les esprits les plus éclairés, entre guillemets, y compris sur les spécialistes de la contre-propagande. Et le meilleur exemple et le plus tragique, comme vous le savez, c'est que Israël a été pris au dépourvu le 7 octobre et tous les services de renseignement israéliens qui sont considérés comme parmi les meilleurs au monde sont tombés quelque part dans le piège du Hamas qui nous a fait croire que la frontière avec Gaza était une frontière calme et qui a aussi détourné l'attention d'Israël en suscitant aussi toutes sortes d'événements ailleurs dans le pays. Et donc finalement, on est tous tombés, on a tous été victimes de cette propagande du Hamas. Alors, je dirais un autre fait caractéristique de l'époque des nouveaux médias et de l'époque d'Internet à laquelle on vit, c'est que du fait qu'on est tous atteints par cette maladie que désigne ce néologisme israélien de Shatefet, de la maladie du partage, eh bien, on devient tous des espèces de diffuseurs, on pourrait dire chacun de nous devient une mini-agence de presse. Et évidemment, ça a un effet démultiplicateur sur la propagande parce que chacun d'entre nous peut, à son insu ou de manière volontaire, diffuser des fausses informations ou diffuser des infox, comme on les appelle, ou des intox. Et donc, je dirais que l'ère de la post-vérité, pour conclure sur ce sujet, c'est l'époque que l'on vit, c'est celle d'une propagande à la fois décuplée sur le plan quantitatif et décentralisée. Et donc, n'importe quelle idée fausse peut être diffusée et propagée par des millions de personnes sans aucune concertation, de manière totalement non concertée, et sans qu'il y ait derrière une main invisible. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y a une propagande qu'il y a quelqu'un qui orchestre la propagande aujourd'hui. Ça peut être le fait de chacun d'entre nous de manière totalement, je dirais, non concertée et parfois non voulue. Et c'est ce qui la rend évidemment plus difficile à empêcher et à combattre.
Alors, pour revenir, si vous voulez, sur le sujet sujet très actuel du fait que la propagande concerne tout le monde, y compris les gens qui se considèrent comme plus éduqués ou plus intelligents, ce qui évidemment sont deux choses tout à fait différentes, eh bien, je dirais que l'exemple le plus frappant qu'on a vu ces derniers jours, c'est évidemment celui des trois dirigeantes des grandes universités américaines qui ont considéré qu'il fallait contextualiser les appels au génocide contre les Juifs. Et bien sûr, je vais y revenir tout à l'heure, mais ça pose évidemment une question qu'a posé un sociologue français qui s'appelle Gérard Bronner dans un livre qui s'appelle Apocalypse cognitive. Et il pose la question comme ça, pourquoi les gens intelligents croient-ils à des idées folles? Et personnellement, je dois dire que c'est une question qui m'a beaucoup intéressé depuis assez longtemps, notamment depuis l'époque du Covid, donc il y a quelques années, parce qu'effectivement, l'époque de la post-vérité, c'est aussi l'époque, on pourrait dire, des croyances à des idées folles. Et de ce point de vue-là, je dirais que l'époque que nous vivons, elle apporte un démenti à cette idée reçue là aussi, selon laquelle le progrès technologique s'accompagnerait d'un progrès de la connaissance. Et finalement, l'ère que nous vivons aujourd'hui, c'est peut-être une époque de régression intellectuelle et aussi, j'y reviendrai tout à l'heure, une époque de régression morale et spirituelle. Alors, pourquoi est-ce que les gens intelligents croient à des idées folles? C'est une question un petit peu presque philosophique. Je vais y revenir tout à l'heure en parlant de l'aspect moral de cette question, mais je vais d'abord dire encore quelques mots de la guerre psychologique et de la manipulation médiatique du Hamas. Vous savez que la guerre qui a été déclenchée le 7 octobre, comme toutes les guerres entre Israël et ses ennemis arabes, s'accompagne d'une guerre psychologique et aussi d'une guerre médiatique. Et je crois que quelque chose qu'on ne rappelle pas assez souvent à propos du Hamas, c'est que cette guerre psychologique, ce n'est pas un fait nouveau. Elle utilise bien sûr des moyens qui sont nouveaux, et notamment des moyens médiatiques qui sont nouveaux, mais du point de vue, je dirais, de la tradition du djihad, eh bien, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et dans le djihad, il y a toujours un aspect psychologique, il y a toujours un aspect de terroriser l'adversaire, et ce qui consiste d'une part à l'humilier, à diffuser des images horribles, et même avant l'invention des médias modernes, il y avait aussi déjà des images horribles. Et donc, je dirais que le fait de diffuser ces images, dans le but à la fois d'instiller la peur chez l'ennemi, donc c'est-à-dire chez nous, et l'effroi, et aussi de susciter l'émulation et la haine, tout ça, ça n'a rien de nouveau dans l'histoire du djihad. Donc c'est important, lorsqu'on essaye d'analyser la guerre menée par le Hamas contre Israël, de l'inscrire dans le temps long de l'histoire du djihad pour comprendre des choses qui finalement n'ont rien de nouveau. Alors, maintenant, si on se place du point de vue d'Israël, comment est-ce qu'on peut essayer de contrer cette guerre médiatique et cette manipulation, cette guerre psychologique? Et une des questions qui se posent aujourd'hui quotidiennement, qu'on voit tous les jours dans les médias, c'est est-ce qu'on peut échapper aux fake news? Et vous savez que les grands médias occidentaux et français notamment ont tous créé ce qu'ils appellent des fact-checkers, des contrôleurs de faits, et avec une espèce, je dirais, de volonté de contrôler l'information et de séparer le vrai du faux et de trier le bon grain de l'ivraie. Alors,